Oui, donc je suis un enfant d'Ir El Ali, je suis né 21 mai 73, j'ai 49 ans. J'ai fait mes études à Ir El Ali, ma première école c'était du B10 connue. Ensuite, Jean Amrouche. Après, j'ai fait le lycée à Goulma Diazi, c'est un martyr. Après, je suis parti à l'université d'Alger. J'ai fait l'Institut national de planification et de statistiques. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a des sculpteurs de bois et les sculpteurs de bois, ils font une petite porte, c'est-à-dire ils ont deux volets et je vais arriver pourquoi je vous explique ça. En fait, l'une des portes, elle est un peu petite et quand on rentre, on s'incline par respect et intimité au lieu qui nous accueille. Donc, je vais utiliser l'expression de nos ancêtres en disant « Soit nous est assassins », ça veut dire que, en toute humilité, pour l'impondérable, ce lieu qui nous accueille, qui nous ouvre ses portes. Donc, c'est une chance. Donc, je dis merci à ce lieu de nous avoir accueillis. Merci pour l'assistance, parce que je reconnais des personnes de chez moi, des gens avec qui j'ai travaillé, des gens avec qui j'ai lutté. C'est Brahim, c'est la première fois que je le vois, mais on se connaît virtuellement. Des personnes, des jeunes amis qui sont de l'IMPS, avec qui j'ai fait l'institut, des proches, etc. Donc merci d'être venu. Je suis très très honoré. Voilà, donc ça c'est un peu pour l'introduction. Sinon, je suis statisticien. Qu'est-ce que c'est qu'un statisticien? Un statisticien, c'est quelqu'un qui collecte des données, il les classe, et puis il les ordonne de certaines manières pour pouvoir décider après. Donc il utilise des outils comme les tableaux, les graphiques, les histogrammes, les camemberts, etc. Pour le statisticien, il y a toujours cette idée de la décision rationnelle. Dans sa tête, il se dit toujours, derrière ça, il y a la décision rationnelle. Bien que il y a des événements fortuits, ça veut dire que le hasard intervient. Et bien, son métier, justement, il essaye de quantifier, entre autres, ce hasard-là. Mais sinon, c'est vraiment le traitement des données. Le processus, c'est quoi? C'est, comme je vous ai dit, c'est collecte, traitement, et ensuite synthétiser toutes ces informations. Donc oui, c'est ça le métier de statisticien. J'ai travaillé un peu dans le public et un peu dans le privé. Et ma participation citoyenne, en fait, je me suis posé la question. Je me disais, comment je peux être utile? J'ai eu la question tout à l'heure, en fait, est-ce que le travail que vous faites, il est dans le cadre de quoi? Il rentre dans le cadre de quoi? L'idée, elle est simple. Ça veut dire qu'il y a eu le Hirak, la révolution pacifique, du 22 février. C'était un mouvement extraordinaire. Tout le peuple algérien s'est exprimé. Il était dans la rue, il y avait, c'était beau, il y avait ce pacifisme qui fait rêver après tant d'événements que le peuple algérien a vécu. Donc il y avait une grande partie du peuple qui a marché. Après, il y a la diaspora qui a suivi derrière, sachant que la diaspora, pendant des années, elle était timide, elle n'était pas vraiment engagée politiquement. Et là, il y avait, nous, avec cet élan-là, on s'est dit, enfin, moi en tout cas de mon point de vue, je me disais comment je peux être utile. Et donc j'ai mis en toute humilité ma profession au service de ce mouvement. Donc au départ, c'était vraiment la cartographie du Hirak. Donc on a créé une page Facebook qui s'appelle Chat, donc cartographie du Hirak algérien. Et on suivait, on essayait de représenter toutes les marches en Algérie sur une cartographie, en essayant, en tentant d'estimer même le nombre avec un redressement du poids de la population d'une telle ou telle wilaya. L'idée, c'est d'avoir une idée, en fait, le plus important, c'est pas d'avoir une idée d'un chiffre tel, c'est d'avoir, est-ce que d'une carte d'une semaine, cette semaine,
est-ce qu'il y a eu progression ou il y a eu recul? C'est ça qui compte en fait. C'est pas le chiffre pour date T, c'est la différence, la tendance de T, T plus 1, T plus 2, etc. Donc c'est ça qu'on connaît. Et malheureusement, le Hirak a subi une répression atroce. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière, après les marches, etc. Il y a eu des arrestations. Et on s'est retrouvé, quand je dis nous, il y a deux autres chercheurs qui travaillent dessus aussi. Il y a un chercheur qui s'appelle Zedbini, qui est à l'université de Bordeaux. Donc on travaille en collaboration dans ce projet. On a travaillé déjà et on continue de le faire. Il y a un autre à Lyon, donc on essaie qui est spécialiste de la cartographie aussi. Et donc, on arrive finalement à un modèle de répression. À un moment donné, par nos estimations, on arrivait même à estimer, malheureusement, le nombre de détenus qui vont être arrêtés la semaine d'après. Parce que, en fait, la répression du régime algérien, il s'est fait d'une manière méthodique, d'une manière structurée, d'une manière bien précise, parce que pour modéliser une répression, ça veut dire que c'est pas dû au hasard juste comme ça, non. Il y a une tête pensante pour étouffer le mouvement, évidemment, du Hirak. Voilà. Et donc, je vous ai donné des feuilles, justement, ça c'est la dernière mise à jour qui a été faite hier. Vous voyez bien qu'on a des vies privées, on a une vie professionnelle, donc on essaie de faire des photographies le plus possible, mais parfois on ne le fait pas, mais ce n'est pas grave, parce que si on rate 1 ou 2 semaines, la tendance est toujours là. Ça, je parle en termes de nombre de détenus. Alors, on a commencé le 12 mai 2021, où il y avait 81 personnes qui ont été arrêtées. Il fallait attendre évidemment 2-3 semaines, etc., pour avoir la tendance. Et aujourd'hui, on se retrouve à 303 personnes qui sont arrêtées. Le nombre de wilayas qui sont touchés, aujourd'hui, il y en a 36. Et c'est intéressant, pour moi en tout cas, ce modèle-là répond d'une certaine façon, parce qu'il y a ceux qui remettent en cause en disant le Hirak n'existe plus. La révolution pacifique n'existe plus. Et moi, je me pose la question, je me dis, si le Hirak n'existe plus, pourquoi la répression y est là, est toujours là? Donc ça, c'est une première réponse. Et deuxième réponse, pourquoi la répression augmente d'une manière, j'ai envie de dire, presque exponentielle? Si le Hirak n'existe pas, donc la répression, normalement, elle ne devrait pas exister, puisque ce n'est pas nécessaire. Il n'y a pas de mouvement. Pourquoi réprimer s'il n'y a pas de mouvement? Et donc, si on compte le nombre de wilayas aujourd'hui, c'est-à-dire le 9 mars, qui a été cette semaine, on a trouvé 36 wilayas. Et la dernière fois qu'on a fait la photographie, il y avait 33 wilayas. C'est-à-dire qu'il y avait 3 wilayas de plus. C'est-à-dire en termes de nombre de wilayas, il y a déjà un surplus. Et ce qui est intéressant, on a mis une variable parce que comment peut-on quantifier la répression? On s'est posé la question. Alors, c'est important. Notre source, c'est le Comité national de libération des détenus. C'est qui le Comité national de libération des détenus? Ce sont des juristes, des avocats, certains que je connais personnellement, donc je connais la source, et je dois le dire parce que c'est une femme, c'est une avocate, elle est en première ligne. Donc je ne dirai pas son nom parce qu'elle préfère, voilà, mais vraiment elle est en première ligne, elle suit les détenus, etc. Le but de CNLD, c'est de communiquer à propos des détenus, c'est de communiquer aussi, c'est-à-dire d'assurer une certaine solidarité. Bref, donc notre source d'information, c'est celle-ci. Mais notre rapport à nous, comment on peut synthétiser des listings et des listings de détenus d'une semaine à une autre, parce que on a beau être évidemment dans l'empathie, mais on peut pas lire des centaines et des centaines de détenus chaque semaine. Donc il faut trouver un élément qui pourrait à la fois toucher tous les détenus et en même temps parler d'eux. Et on a trouvé la durée de détention. Ça veut dire que finalement, la durée de détention, c'est une variable
qu'on peut additionner d'un détenu à un autre et ça nous permet d'avoir un indicateur de répression hebdomadaire. C'est-à-dire, je m'explique. Par exemple, au début du Hirak, c'est-à-dire au début de la répression, pas du Hirak, la durée moyenne des détenus, elle était de 2 mois. On peut trouver certains, c'est moins, mais on peut trouver d'autres encore plus. Mais on parle de 2 mois. L'écart type, c'est important, mais c'est pas le plus important, c'est d'avoir une moyenne et de la suivre. Et pour avoir cette idée de progression, donc au cours de mai, juin, juillet, il y avait en moyenne, la durée moyenne c'est de 2 mois. Et aujourd'hui, figurez-vous, c'est 6 mois. Ça veut dire que la durée de détention, elle a été multipliée par 3. Voilà. Donc déjà, on a un indicateur de répression pour dire que voilà, le régime, il n'a pas cessé d'augmenter l'intensité de sa répression. Et ça, c'est fondamental, c'est très important de le dire. Très bien, Hakim. Alors, en plus de ce travail, oui. Donc de par le passé, et toi et probablement tes amis, vous avez fait quand même une cartographie des manifestations. Oui. Est-ce qu'on peut dire que dans toutes les régions du pays, ce pays qui est l'Algérie, il y a eu des manifestations, ou bien est-ce qu'il y a des régions où il n'y a pas eu de manifestations? Alors, très bonne question. Moi, je pense, ce qu'on a constaté au début, parce que ce qu'il faut savoir, nous, parce que tout est dans la récolte de l'information. Nous, ce qui nous a intéressé au début, c'est le côté un peu quantitatif. C'est-à-dire que si Abchar sort, il y a 4, 5, 6 personnes, en termes de cartographie, on ne va pas le représenter, parce qu'il n'y a que 4, 5 personnes. Donc, moi je dirais, une très grande partie de l'Algérie est sortie. Mais je ne peux pas... mais on a la donnée brute, on l'a. Il faut l'exploiter encore. Ça veut dire qu'il faut y aller encore plus loin. On a une base de données. On essaie d'extraire ce qui est dans un premier temps, en termes de priorité. Mais je dirais la quasi-totalité des régions, beaucoup, on va dire, le maximum. Et maintenant, en termes de quantitatif, il faut qu'il y ait une nuance. Parce que quand on dit qu'il y avait 4-5 personnes qui sont sorties à Bcha, ça ne représente pas peut-être toute la ville de Bcha, toute la wilaya de Bcha. Et par contre, il y a des disproportionnalités où on a vu des villes il y avait des milliers qui sont sortis. Et brusquement, il n'y en a presque plus rien. Par exemple, pour Moran. Mais parce que la répression, c'est pour ça que je vous disais, le travail de cartographie était très très intéressant, parce que on voyait même en termes de force de l'ordre, parce que ce qu'il faut savoir, le nombre de forces de l'ordre, il ne peut pas être mobilisé à l'échelle nationale avec la même intensité. Donc la stratégie, qu'est-ce qu'il faisait? On le voyait, nous, c'est notre interprétation. On disait, ah, cette fois-ci, à Oran, il y a des gens qui sont sortis. Mais la semaine d'après, ils sont plus sortis. Pourquoi? Parce que le régime a envoyé ses forces de l'ordre en masse. Parce que sinon, si tu n'envoies pas tes forces de l'ordre en masse, tu ne peux pas faire le poids. Donc, ce qu'il fait, il y avait cette tendance de partir de l'ouest vers l'est, et puis revenir centrer toutes ses forces vers le centre. Parce qu'à un moment donné, on marchait en Kabylie, on marchait en Alger, sans aucun problème. On disait, mais parce que, ce qu'il faut savoir, que quand il y a l'effet du nombre, c'est ça, le pacifisme ne peut avoir de sens en termes de rapport de force, c'est quand il y a le nombre. Et les forces de l'ordre, quand il y a des milliers, voire des millions qui sont dans la rue, ils ne peuvent absolument rien faire. Ça, c'est une donnée. Voilà. Maintenant, quand il y a légèrement, parce que il y a toute une stratégie pour, d'une manière progressive, en ciblant
certaines personnes, etc., on arrive à avoir un peu la main dessus. Très bien, on reviendra sur ces questions dans le débat avec l'assistance. Je voudrais qu'on passe au deuxième volet de cette rencontre. Oui. À la présence algérienne en France, question peut-être un peu simpliste, il y a combien d'Algériens en France aujourd'hui, Hakim? Alors, merci. Donc déjà, quand on dit algérien, immigré algérien. La définition de l'immigré, c'est une personne étrangère, née à l'étranger, résidant en France. Donc si vous me dites l'Algérien, comme l'INSEE reprend cette définition, il parle de comptage stricto sensu, ça veut dire qu'on se concentre principalement sur les Algériens au sens nationalité algérienne seulement. Il y a 846 000. Donc ça, c'est les Algériens. Voilà. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la diaspora algérienne. La diaspora algérienne, elle inclut 6 immigrés, les immigrés, les immigrés algériens, leurs enfants et leurs petits-enfants. Et ceux-là, il y en a 2,6 millions. Il y a 2,6 millions. Et c'est intéressant parce que si vous vous souvenez, en 2020, le président de la République, le chef d'État désigné, Tebboune, il a déclaré dans une interview qu'il y avait 6 millions d'Algériens. 6 millions. Mais en fait, tout le monde sait qu'il y a une disproportionnalité dans les chiffres du chef d'État. Ce n'est pas la première fois. Mais en France, il y a des chercheurs, il y a des penseurs, ils répondent par des études. Et donc, il y avait l'observatoire de l'ODI, de démographie et d'immigration, donc qui a répondu avec une étude en expliquant qu'il y a 2,6 millions. Et c'est lesquels, en fait, vous avez les immigrés algériens qui sont de 846 000. La seconde génération, elle représente 1 200 000. Et la troisième génération, elle représente 563 000. Voilà. Après, il y a plusieurs sources d'informations. Par exemple, parce que ce qu'il faut prendre en compte, en France, la loi ne permet pas les statistiques ethniques. Ça, c'est très important de le souligner. Ceci dit, il y a toujours des données sur l'immigration. Donc, par la démographie, par le taux de fécondité, il y a un croisement de certaines données. Par exemple, il y a Michel Tribala, qui est démographe. C'est elle qui a fait cette estimation de troisième génération. Donc, ils arrivent à reconstituer le nombre de personnes de cette façon-là. Sinon, au ministère de l'Intérieur, vous avez des données. Par exemple, il y a en 2014, il y a une donnée qui a été affichée par le ministère de l'Intérieur, qui avait 400 000 Algériens qui ont obtenu, 400 000 Algériens qui ont obtenu la nationalité française. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on peut quantifier le vote algérien dans l'élection, dans la présidentielle française? Alors, le vote algérien, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et je vais vous dire ma méthode, c'est une approche qui est discutable dans les approches. L'idée, c'est l'approche, c'est pas de dire je détiens la vérité, c'est pas ça, mais c'est de tenter de dire est-ce que ces Algériens, combien ils représentent en termes de poids potentiel. C'est ça. Maintenant, est-ce qu'ils votent ou ils ne votent pas? En discutant avec Walid Adli, qui est sociologue connu, tout le monde sait qu'il y a des études qui ont été faites que les Maghrébins, généralement, ils ne votent pas beaucoup. Donc ça, c'est connu. Ça, c'est une donnée sociologique. Mais le plus important, c'est de dire quel est le poids potentiel en termes de nombre. Donc, évidemment, la première, deuxième, je parle de la diaspora, parce qu'ils ont la nationalité algérienne, beaucoup d'entre eux. Donc, la première génération, deuxième génération,
donc ils ont le droit de voter, plus on a la catégorie des binationaux en première génération, et j'en fais partie. Moi, je suis arrivé en 2001, actuellement j'ai la binationale, donc j'ai le droit de voter. Donc je fais partie de ces gens-là qui vont voter. Donc, comment on fait? En fait, quand on regarde un peu la population française, on divise le suffrage exprimé des Français, ça c'est un indicateur, sur la population. On trouve, je dis bien sur la population totale et non sur les inscrits. On trouve 53%. On trouve 53%. C'est-à-dire qu'on fait une hypothèse en disant si la population, si la diaspora algérienne se comporte de la même façon que le reste de la population française, donc on peut déduire par son nombre quel est le poids potentiel. Et avec ce calcul-là, on arrive à trouver 1,4 million de potentiel en termes de voix, en excluant les abstentionnistes. Il faut qu'on soit d'accord. Hein. Ça veut dire qu'avec ce chiffre-là, ce que je vous disais, quand on divise le nombre d'inscrits, le suffrage exprimé de la France sur sa population, on trouve 53%. Donc, c'est une façon d'estimer tout simplement ce poids. Mal. Très bien, Hakim. Je vais donner la parole à la salle maintenant et tu pourras rebondir à travers les questions pour apporter d'autres éclairages. Donc, mon verre du Perrier est là. Non. La parole est à vous pour des questions. Qu'il est préférable qu'elles soient précises et assez courtes, dans la mesure du possible. Ok. C'est à moi? Karim. Karim alors. Non, Hakim, tu vas nous aider. J'ai fait un Khadim. Bonjour tout le monde. Bonjour. Hakim, tu as dit que la génération récente, il y a 860 000 Algériens qui sont en France. Ce poids-là, quel est le comportement des candidats actuels français qu'ils doivent faire pour que ces Algériens votent pour lui? D'accord. Merci Karim. Merci. En fait, l'idée, pourquoi j'ai fait, au-delà parce qu'il y a un côté un peu militant, il y a le côté statisticien et puis il y a le côté militant de la chose. Évidemment, on se pose la question, si cette communauté franco-algérienne a un poids potentiel, est-ce qu'elle peut changer les choses en France? C'est-à-dire est-ce que par son poids, elle peut élire un tel candidat de gauche ou de droite ou de centre, voire de l'extrême, gauche, extrême droite, voilà. Est-ce qu'elle a ce poids-là ou pas? La question, c'est ça. Moi, je me dis qu'au départ, on dit que ce poids, déjà, on l'a prouvé, qu'on soit d'accord qu'il est là, très bien. C'est-à-dire, quantitativement, il est là. Mais, pour l'instant, c'est une réalité, il n'est pas apparent. C'est-à-dire qu'il est réparti un peu dans toute la population. Pour qu'il fasse la différence pour tel ou tel candidat, il faut que cette diaspora puisse faire un rapport de force. Elle doit s'engager, elle doit s'exprimer, elle doit s'organiser pour dire que moi, je suis... mais quel est le critère pour cette diaspora pour dire je vais aller vers ce candidat ou pas? Moi, à titre personnel, aujourd'hui, je ne sais pas sur quelle personne je vais voter demain, pour l'instant. Parce que, au-delà de la politique intérieure de France, il y a un élément qui peut être déterminant pour moi, c'est la position du candidat vis-à-vis du régime algérien actuel. C'est-à-dire que si le candidat, il est ferme avec le régime algérien, on va dire en condamnant toute connivence et en étant solidaire avec le peuple algérien, avec ce qu'il est en train de subir, moi je suis preneur au-delà de toute idéologie.
Je le dis à titre personnel. Maintenant, je dis à la diaspora, est-ce que vous pouvez faire le poids ou pas? Maintenant, si on n'entend pas parler de ce poids, peut-être tant mieux, en quelque sorte. Ça veut dire qu'elle est bien intégrée. Elle est bien assimilée, elle est dispatchée dans la société française. Il y a aussi bien des gens qui votent gauche, de centre, de droite. En fait, on ne l'identifie pas. Mais à mon avis, si elle veut faire avancer une revendication qui lui tient à cœur, parce que, qu'on le veuille ou pas, un binational, il est un levier aussi bien pour le pays d'accueil. Il doit être reconnaissant, c'est très important. Il doit l'exprimer. La France, c'est un beau pays. Et il nous a accueillis, il nous a ouvert les portes. Moi, j'ai étudié à l'université. L'inscription, à l'époque, c'était insignifiante. On a accès à la culture. Il faut que cette diaspora puisse exprimer sa reconnaissance à ça. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, qui la concerne, il faut qu'elle le dise. Mais avant tout, il faut qu'elle fasse de telle manière qu'elle soit dans une contribution positive. C'est-à-dire qu'il y a un vote, il y a un référendum, elle doit exister, elle doit s'exprimer, elle doit avoir une approche citoyenne. Donc maintenant, à titre personnel, comme je vous ai dit, je suis en attente, je regarde, je note quels sont, et j'attends du candidat aussi, je vous dis, au-delà de toute idéologie. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que cette diaspora, idéologiquement parlant, est intégrée. Ce que je dis idéologiquement intégrée, ça veut dire qu'elle est diversifiée. Maintenant, l'intégration au sens travail, au sens, c'est-à-dire au sens emploi, au sens habitation, au sens études, niveau d'instruction, ça c'est ce qu'on appelle des critères objectifs. Ça c'est un autre élément. Voilà, ça c'est. Mais je parle idéologiquement. Elle est intégrée. Si elle n'existe pas nulle part, c'est-à-dire elle ne s'exprime pas pour... ce que je voulais rajouter, moi à titre personnel, si un candidat s'engage publiquement, je dis bien publiquement, en disant que moi, ce régime algérien, ce qu'il est en train de faire, c'est inacceptable. Le peuple algérien a le droit à sa démocratie, il a le droit à sa liberté, il a le droit d'avoir un état de droit. L'Algérie, la page coloniale, c'est une page. Comment on peut travailler ensemble d'une manière respectueuse, qui est d'une relation gagnant-gagnant. On va mettre en place une relation gagnant-gagnant des deux côtés. Et cette diaspora peut être utile aussi bien ici en France, d'une manière positive, et en Algérie également. Voilà. Hakim, oui. Je peux parler à haute voix, non? Oui, c'est mieux. Il y a un micro, tu peux parler. Merci. Merci Hakim pour cet exposé. Moi, je voulais d'abord juste soulever une petite interrogation concernant cette question-là. Que faire? Est-ce que la diaspora, bien la communauté algérienne peut peser sur les élections? Moi, je me demande quel est le sens qu'on va donner au terme elle peut peser. Est-ce qu'on considère la diaspora comme étant un bloc homogène qui vote toutes dans le même sens, ou bien c'est un ensemble éparpillé, divisé et qui est traversé par toutes les tendances politiques qu'il y a dans ce pays démocratique? Donc moi, je trouve que la question en elle-même, elle est un petit peu biaisée, donc il faut savoir comment la poser. Par contre, je reviens au sujet qui m'intéresse le plus, c'est celui de la répression en Algérie. Vous avez travaillé essentiellement avec une approche plutôt quantitative. Est-ce qu'il est attendu, on peut attendre de votre part une approche qualitative de votre cartographie de la répression et non pas du réel? Pour le moment, c'est plus, on fait la cartographie de la répression à travers notamment les types les chefs d'inculpation sur la base desquels les personnes sont détenues, les accusations. Voilà, est-ce qu'on peut avoir une idée sur l'évolution en tenant compte de ces critères? Merci.
Après la réponse, vous posez la question. Qu'est-ce que c'est, Sonia? Non. Il vaut mieux question-réponse. Comme ça, on ne se perd pas, quoi. Oui. Hakim. Donc Hakim, c'est un journaliste, c'est un ami. On a fait le même institut. Donc c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Donc je tiens à le dire. Hein, on n'a pas toujours le temps de, comment dire, on n'a pas toujours l'occasion de l'exprimer. C'est là, ce que le chien, au moins, c'est comme ça tu le sais. Voilà. Oui, donc en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, la base de données est liée. Maintenant, le traitement qu'on avait fait là, c'est un traitement, comment dire, d'ordre prioritaire. C'est-à-dire qu'au départ, c'est de dire que la répression existe, très bien. Est-ce qu'elle évolue, progresse ou pas? Donc ça, on a les éléments, c'est quantifié, c'est déjà quelque chose de fait. Parce que ce qu'il faut savoir, ce sont des heures et des heures et des heures de travail. Ça, c'est très important de le dire. Mais on n'y compte pas. Quand on aime la chose, c'est de la passion. En même temps, moi je l'ai noté tout à l'heure, c'est comprendre, prévoir et décider. C'est-à-dire quand on fait ce genre de choses, généralement c'est pour une institution, mais nous, dans notre, comme je vous disais, le statisticien qui est un peu militant, quand je dis décider, c'est au service du peuple en fait. On donne ces informations-là, en toute humilité, pour s'orienter et voir plus clair. Donc ce que tu disais pour la cartographie, selon les chefs d'occupation, oui, c'est faisable. Par contre, il faut croiser les sources d'information. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a, on a le Comité national de libération des détenus, c'est une source d'information. On a le journaliste, malheureusement, il est en détention, Zakir Hinesh. Voilà. Donc en fait, tout est dans la source. Parce que, vous savez, le traitement statistique, c'est une chaîne de production. Il y a à l'amont la récolte, et vers la fin, on arrive avec des synthèses, on arrive avec des... Voilà. Mais si en amont, la chaîne est rompue, eh ben, on n'y peut rien faire vers la fin. Donc, moi, sincèrement, je me dis, si un LDL existe encore, je me dis, franchement, c'est une chance. C'est une chance inouïe. Parce que, déjà, on arrive vraiment à... Il y a des personnes qui se donnent à fond dedans. Et le journaliste aujourd'hui qui est militant, ou bien le juriste, l'avocat, c'est pas facile, en fait, d'avoir des informations. Donc il y a cet élément. Un autre élément, pour revenir à la cartographie, si vous avez remarqué, en fait, les derniers temps, quand il y a les arrestations, au départ, quand vous êtes domicilié, par exemple, à Afgaïth, on vous emprisonne à Afgaïth. Ou bien Oran, c'est pareil. Qu'est-ce qui a changé, en fait? On arrête quelqu'un à Afgaïth, on l'envoie à Ardea. Donc la cartographie, elle devient, c'est pas, c'est-à-dire en fait, ça n'explique pas le critère de domiciliation des détenus. Parce que quand on parle de cartographie, on dit que, c'est-à-dire on veut mettre, on veut lire une information suivant telle région, telle commune, etc., etc. Évidemment par rapport aux habitants de cela, de cette on va dire de cette région. Mais le fait que les détenus sont transférés, et il faut remarquer, le dernier point qui a été fait, je vous disais, ça fait avant-hier, hier, et quand je regarde Alger, les 108 détenus qui sont sur Alger, eh ben moi j'ai quelqu'un de mon propre village qui est à Alger. On a d'autres qui sont de Tizi Ouzou, de Béjaïa, qui sont de Gaïth, qui sont à Alger. Donc Alger, c'est la capitale, mais par contre, on peut, dans ce cas-là, redéfinir la variable en disant c'est le lieu d'emprisonnement. Ce n'est plus le lieu de domiciliation des détenus, parce qu'ils sont originaires de cette région, mais par contre, c'est la place où on les emprisonne. Voilà. Mais par contre, par rapport effectivement à Hakim, c'est très intéressant de dire les chefs d'inculpation, etc.
évidemment, il y a des données peut-être qui peuvent être aberrantes. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne, on l'arrête. Il a un certain nombre Et puis, comme le cas de Mjahid Hamid, le fils de Mjahid Hamid, Mjahid Shafir, qui a été classé à un moment donné dans le criminel, et puis il a été enlevé par une décision d'un coup de téléphone, et puis il a été remis une deuxième fois le jour de... Donc en fait, il y a un côté un peu à situer sur ce... Voilà. Mais c'est très très intéressant d'y aller encore plus loin, et évidemment c'est l'objet d'une étude qualitative. Parce que quand on fait un statisticien au départ, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de comprendre, il quantifie, il comprend, et il va plus loin. C'est-à-dire en fait, le qualitatif et le quantitatif, ils vont ensemble en fait. C'est pas un sans l'autre. Généralement, voilà, les deux critères-là, les deux approches, elles sont importantes, les deux. Voilà, Hakim. Sonia. Alors moi, je vous remercie pour votre présentation très éclairante sur le Karak. Ma question porte déjà sur la première cartographie que vous avez faite, sur le nombre de manifestants selon les wilayas. Je voulais savoir par quels moyens arrivez-vous à quantifier le nombre de manifestants. Ça, c'est la première question. Et deuxièmement, concernant la cartographie de la répression, comment peut-on être sûr que les informations concernant la répression remontent toutes au CNLD? Très bien. En fait, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure par rapport à la cartographie, par exemple, je me dis, c'est pour ça, en fait, ça dépend de quel objectif qu'on fixe de l'instrument de la cartographie. Maintenant, si je fais une seule cartographie, je me dis, ok, ça veut dire que ce qui m'intéresse, je fais une seule, ce qui m'intéresse, c'est de voir quelle est l'étendue des marches en Algérie, et puis je donne un chiffre, et puis c'est bon. Mais en fait, nous, ce qui nous a intéressé, c'est pas réellement la date T. C'est pour ça que je vous dis la cartographie. Il y a plusieurs objectifs qu'on peut fixer pour une cartographie. Par contre, ce qui est intéressant, moi je pense, enfin nous, à notre sens, c'est de dire, est-ce que le mouvement progresse géographiquement parlant ou il recule? C'est pas l'ampleur dès la première fois en disant que, voilà, aujourd'hui il y a une marche et puis on a 100 000. Très bien, la diaspora elle a fait une marche, il y avait 60 000, ben, très bien. Mais un mois après, 2 mois après, il n'y a plus rien. Le mouvement s'est essoufflé, donc il n'y a plus rien. Donc ce qui nous intéresse, c'est la tendance et l'évolution du mouvement. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, par rapport au poids de la population, en fait, on regarde par exemple quel est en fait ce qu'on fait. C'est une estimation évidemment subjective, hein. C'est très important. Mais je me dis, si Béjaïa, par exemple, j'estime la marche de Béjaïa qu'elle est à 100 000, donc je calcule le poids par rapport à la population totale de Béjaïa. Et c'est ces poids-là qui deviennent des indicateurs pour moi d'une semaine à une autre. C'est-à-dire que je fais, aujourd'hui, Béjaïa, elle a fait par exemple 20 000. Évidemment, Facebook, en fait, c'est une source d'information très très intéressante. Pourquoi? Parce que, évidemment, c'est pas fiable, mais ça c'est sûr et certain. Mais soit on a une approche d'explorer des données qui existent virtuellement et avoir une idée, ou bien rester en disant qu'on ne fait rien et puis on n'a aucune idée. Voilà. Par exemple, la dernière fois, j'ai eu un échange avec Youssef concernant la dernière marche du Karak. Ben, bon, y a ceux qui disent 5 000, il y a ceux qui disent 10 000, mais nous, quand on l'a fait, on a trouvé 10 000. Maintenant, oui, mais 10 000, à quelle heure vous avez fait l'estimation? C'est parce que c'est très important. Ces données-là, nous, quand on l'a fait, c'était à 15h15.
on a fait cette estimation en expliquant quelle est la méthode. La méthode, donc on a fait cette estimation au moment où il y avait, parce que pour la première, là je donne juste un exemple en termes d'estimation des marches. Au moment où il y avait, quand la marche a démarré habituellement, les marches à Paris, elles démarrent à 15h généralement. Mais la dernière fois, elles démarraient un peu plus tôt. Donc il y avait du monde qui est arrivé un peu plus tard. Donc quand il y avait les deux masses qui se sont, on va dire, assemblées, là on s'est retrouvé avec 10 000 personnes. Mais comme on a calculé les 10 000 personnes, il y a 3 personnes. Il y a une personne qui est à la tête de la marche, une autre derrière. On calcule la distance de la chaussée. On ne prend pas en compte les trottoirs. Les trottoirs, on ne les compte pas, c'est-à-dire les personnes qui sont sur les trottoirs. C'est pour ça qu'on dit aux gens qui marchent, il faut être dans la chaussée, parce que leur comptage n'est pas pris en compte. Donc quand vous faites les marches, faites-le avec la masse, comme ça vous allez rajouter dans la force du mouvement. Et on multiplie la distance. La distance, elle est simple. À partir du moment où on a le numéro de rue et de la tête de la marche et la fin de la marche, on calcule la distance, on estime le nombre de personnes par mètre carré. Et nous, on a pris le minimum de ça, c'est 2 personnes par mètre carré, et on a trouvé 10 000 personnes. Voilà. Donc, le Hirak, il a fait des marches grandioses à Paris. L'estimation officielle des Gilets jaunes, le plus grand nombre qu'ils ont réussi à rassembler, c'est 10 000 personnes. Les Gilets jaunes. Ça, c'est la presse. Et le Hirak, il a fait plus de 50 000 personnes dans l'une de ses marches. Et ça, c'est pas insignifiant. Et il y a un autre élément aussi qu'il faut souligner. Toutes les élections ici en France par rapport à la diaspora, il y avait, même en Algérie d'ailleurs, il y avait le boycott massif. En fait, la diaspora n'a pas voté. Donc c'est pour ça que je dis, par rapport à la question de Youssef tout à l'heure, je pense que il y a une rupture. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la diaspora qui n'existait pas avant. Avant, elle était, comme je vous disais tout à l'heure, elle était un peu sous la mainmise même du régime, qui contrôlait un peu cette diaspora, en la dopant un petit peu, etc. Mais depuis le Hirak, il faut rendre hommage aux militants qui sont chaque semaine à la place République, qui font un travail. On peut critiquer la forme, plusieurs, etc. Mais il faut le faire. C'est des gens qui consacrent du temps, parce que si ce n'est pas eux, il n'y aura pas ces marches-là. Maintenant, par contre, il faut qu'il y ait un travail du Hirak qualitatif. Ce que disait Hakim entre autres, mais là je le dis dans c'est-à-dire que comment on peut faire un saut qualitatif dans ce Hirak? Est-ce qu'on a la capacité de le faire ou pas? Parce qu'à un moment donné, toute l'Algérie, la quasi-totalité des régions se sont exprimées, mais est-ce qu'on a réussi à faire un saut de plus ou pas? Ben, la question, elle est là. Ok, ouais. Bonsoir tout le monde. Bonsoir monsieur le statisticien. Bonsoir. Alors moi j'ai 3 questions à poser. Ah oui. La dame devait poser. Oui, non, ah pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Oui. Ah non, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr, il ne faut pas faire le coq. On n'est que des... je veux dire, voilà, on ne détient pas la vérité à 100%. Nous, ce qu'on fait, comme je vous disais tout à l'heure, on a un métier, on s'est posé la question comment on peut contribuer dans cette révolution, pas en utilisant cette... voilà. Maintenant, on ne peut pas être sûr. Voilà, c'est une lecture d'une réalité, c'est une lecture. Maintenant, on fait sa propre lecture avec des données qui sont parfois, mais ce qui est certain, le CNLD, il fait, si on avait une autre source d'information, on l'aurait exploité. Mais on a celle-ci.
Celle-ci, parce que ce qu'il faut savoir, l'objectif du comité, c'est d'être à côté des détenus. Il faut en parler. Il faut être solidaire. Il faut le faire de la meilleure façon possible. Donc, nous, on appuie le travail du CNLD en rajoutant une couche de plus. Maintenant, s'il y avait une base de données encore plus performante, encore meilleure, etc., on ne dit pas non, hein, on est preneur, hein, mais on fait avec ce qu'on a. Mais c'est une lecture de la réalité. Il y a forcément une subjectivité, ça c'est sûr et certain. C'est-à-dire que, mais on apporte des éléments de rationalité, c'est-à-dire on utilise des outils scientifiques pour analyser la situation. Mais pour dire qu'on détient la vérité, non, on ne la détient pas. Il y a... Je parlais pas en termes de vérité. Oui. Je me demandais ce qui aurait pas plus de répression que cela. C'est-à-dire que ce que vous présentez dans Oui. cartographie, c'est vraiment au bas mot, quoi. On est susceptible d'avoir des chiffres Alors, beaucoup plus importants. Parce que je sache, il y a des oui. gens qui refusent qu'on parle de leur arrestation, des femmes, etc. Oui, absolument. Absolument, oui. Bah, juste pour, à titre comme ça, c'est-à-dire, voilà, on s'amuse un peu, en fait, parce que on peut présenter un travail avec des modèles statistiques très poussés, avec etc., etc. Vous sortez d'ici, vous n'avez rien retenu. Bon, en effet, le statisticien qui vient présenter des chiffres, etc., etc. Mais finalement, qu'est-ce qu'on retient? Plus rien. Il a parlé de son métier, mais moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je ne suis pas là pour parler de moi. Moi, je suis là pour parler d'une approche, pour parler de ceux qui sont victimes d'une répression. Si je prends un exemple, on prend une icône, Nelson Mandela, qui a passé 27 ans de prison. Qu'est-ce qui m'empêche de comparer les détenus politiques algériens avec leur détention avec Nelson Mandela? Est-ce qu'il y a une comparaison à faire ou pas? Moi, j'ai trouvé une comparaison. C'est la durée de détention. C'est-à-dire que si je cumule les durées de détention des uns et des autres, je trouve au 26 mai 2001, il y a déjà 27 ans de détention. On a déjà notre Nelson Mandela algérien. On l'a déjà. Et aujourd'hui, on a combien de Nelson Mandela? On en a 5. Après, c'est une lecture de la réalité. C'est-à-dire, vous imaginez que les années de Nelson Mandela, qui a été voilà, qui est un symbole pour l'humanité entière, eh bien en Algérie, aujourd'hui, on a des détenus, des Tadjadid, des La'lami, des Mjahid, qui sont nos Mandela, nous. C'est ça. L'intérêt, ce n'est pas le chiffre en lui-même. L'intérêt est de dire que moi, j'aurais aimé, entre parenthèses, d'exploiter mon énergie. Ce n'est pas dans le traitement de la répression. J'aurais aimé exploiter mon énergie dans l'estimation de la croissance, de nombre d'emplois en Algérie, l'intégration de la diaspora. Mais malheureusement, on se retrouve en train de passer du temps parce que il y a des personnes en danger. Il y a des personnes qui font, on parle des personnes. Ces chiffres-là, derrière, il y a des familles brisées. Il y a des personnes qui souffrent le martyre. Moi, j'ai fait ma dernière marche que j'ai faite en Algérie, c'était le 14 juin 2001. Et elle a été violentée avec une violence mais inimaginable. Moi, j'ai vu de l'insoutenable. Et depuis ce jour-là, je n'ai pas marché. Je n'ai pas marché jusqu'à le 13 janvier 2015, avec les actes, la marche républicaine qui a rassemblé 1,5 million parce que voilà, il y a eu un événement, Paris qui a été violenté. Donc d'ailleurs, j'ai pas marché, je suis resté debout tellement il y avait 1,5 million pendant des heures et des heures, personne n'a pu marcher. Donc et à l'échelle nationale, je crois, il y avait 4 millions selon le journal Monde. Pour vous dire que le traumatisme, il reste. Je suis conscient. Jusqu'à les marches du Hirak. J'ai marché toutes les marches du Hirak. Pour moi, les marches du Hirak de la diaspora, c'était une thérapie. Alors, pourquoi je dis ça? Imaginez-vous quelqu'un qui est incarcéré. Quel est l'effet sur lui, sur sa famille, sur sa vie entière?
on brise des destins, on brise des vies complètement. Donc c'est pour ça que je vous dis, cette approche-là, il ne faut pas oublier l'essentiel. L'essentiel, on parle des personnes, des vies humaines qui sont réprimées. Maintenant, on sait que la répression, elle progresse, mais il ne faut pas que la moyenne, l'écart type, le modèle, etc., nous fait oublier l'essentiel, qui est la vie humaine, qui est malheureusement opprimée. C'est ça, le but, c'est celui-ci. Voilà. Hakim. Oui, je reprends. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le statisticien. Même si je ne vous cache pas que j'ai du mal à discerner entre le statisticien, le militant, enfin bref, tout ça c'est un peu confus, en tout cas pour moi. Alors, la première question, elle a trait à ce que vous avez dit concernant l'estimation du poids électoral de la diaspora que vous avez estimé de façon hypothétique. Et en même temps, vous avez dit que vous avez combiné ça avec une étude sociologique qui dit que la diaspora ne vote pas. Si j'ai bien compris. Oui. Voilà. La question elle est simple. Oui. Quel est l'intérêt d'estimer un poids qui ne pèse pas? Voilà. Deuxième question. Ça, c'est pour avoir un avis personnel, enfin, c'est votre avis si vous en avez un. Quand je regarde le tableau que vous avez présenté en page 1, sur le nombre de détenus en Algérie, Oui. on voit qu'à Béjaïa, il y a un détenu. Voilà. Comment interprétez-vous qu'à Béjaïa, il n'y a qu'un seul détenu, alors que Béjaïa, à l'instar de Tizi Ouzou, a été les deux villes figure de proue de tout le Irak. Voilà. Troisième question et dernière, et là encore c'est une autre question que je vous pose à titre personnel. Vous avez dit que, après vous êtes obligé, enfin, vous n'êtes pas obligé de me répondre. Hein. Vous avez dit que vous n'êtes pas encore, vous avez le droit de vote, hein, vous êtes binational, et vous attendez de voir qui des potentiels, enfin de ceux qui seront présentés pour l'élection présidentielle dans ce pays. Vous avez dit que vous attendiez de voir qui de ces candidats allait se prononcer sur l'Algérie, enfin voilà, dénoncer la junte militaire, être solidaire du peuple algérien et tout ça. Et ma question, est-ce que vous allez voter par exemple Zemmour ou bien Marine Le Pen? Il suffit qu'ils aient cette qu'ils disent que voilà. Qui satisfassent un peu à vos attentes en matière de... Voilà. Est-ce que vous êtes prêts d'aller jusque là? Et vous n'êtes pas obligé de me répondre parce que le vote est personnel. Et vous avez le droit de voter. Ils ne diront jamais ça. Alors, pour la première question, quel est l'intérêt d'estimer un poids qui n'existe pas? Ben, le poids qui n'existe pas, vous entendez? Le poids qui n'existe pas aujourd'hui, il peut exister demain. En fait, vous savez, il y a une formule qui dit un battement d'aile en Mexique, il peut provoquer un ouragan en Méditerranée. Je ne sais pas si voilà. C'est-à-dire que une réalité d'aujourd'hui, elle peut être remise en question, et on le voit dans les modèles économiques. C'est-à-dire que nous, en tant que statisticiens, on fait des estimations, on fait un modèle, linéaire, hyperbolique, exponentiel, etc. Mais il se trouve que ces modèles-là, à un moment donné, il peut y avoir quelque chose qui est complètement exogène, paf, il n'est plus valable. Il n'est plus valable. Ça veut dire qu'il est remis en question complètement. Mais ce n'est pas parce que voilà. Pour reprendre ta question, le poids. Oui, effectivement, j'ai commencé à dire que peut-être que c'est pas peut-être aujourd'hui, ce poids et le potentiel de vote de la diaspora, on n'entend pas parler. Mais ce qu'il faut savoir, je dis si, et pour dire si, je dois tenter de l'estimer. Et moi, je tente de l'estimer. Pourquoi je le fais? Parce que qui a dit que la diaspora cubaine
quel est le poids de la diaspora cubaine? Il y a combien de Cubains aux États-Unis? Sur les 300 millions d'Américains, il y a 1,5 million de Cubains. Et tout le monde sait que le vote de la diaspora cubaine et américain, ils ont basculé le vote de Trump. C'est pour ça que, oui, avant, les Cubains n'existaient pas. Ils ne faisaient pas, oui, leur poids, il est insignifiant. Mais à un moment donné, on sait que en France, là déjà on le voit dans les sondages, mais même dans les résultats des élections du premier tour, ça se joue à quelques voix. On reprend les dernières élections. On reprend avec des chiffres à l'appui. Fillon, il a eu combien de voix? Si je compare les trois, Macron, je parle du premier tour, le nombre de voix qu'il manquait à François Fillon de passer au deuxième tour, c'est 465 696. Voilà le nombre de voix qui manquait à Fillon de passer devant Marine Le Pen. Si il avait plus, un tout petit peu, au moins 500 000 de plus, il aurait passé en deuxième tour. Donc c'est pour ça que le poids, il existe de cette diaspora. Maintenant, est-ce qu'ils votent? Ça, c'est une autre question. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils votent ou pas? Maintenant, je me dis, je pose encore une hypothèse, mais c'est normal. On ne peut que fonctionner par hypothèse, parce qu'on parle d'avenir. Moi, je me dis, je mets sur la table que si un candidat parle à cette diaspora d'une manière claire, en se positionnant, pourquoi je dis la diaspora que son poids il est important en termes, parce que les trois rendez-vous législatifs, enfin de vote ici en France, là concernant l'Algérie, ils n'ont pas voté, ils ont boycotté. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ils l'ont exprimé. Tout le monde sait que la diaspora, actuellement, elle est complètement en désaccord avec le régime. Elle n'est pas contente. La preuve, elle est bloquée pendant... Ça, c'est un autre sujet, mais on peut en parler. Donc, elle a un poids potentiel. Donc, je pose l'hypothèse que si un candidat s'adresse à cette population, en prenant en compte sa préoccupation, mais à condition, là je réponds à votre deuxième question, troisième question, il faut que ce candidat aime ce peuple algérien, aime cette diaspora. Maintenant, si ce candidat exprime de la haine, moi je ne peux pas citer les deux noms, etc., ce n'est pas le but. Mais je dis à cette diaspora, il faut voir quel est votre intérêt. Bien sûr, vous regardez la politique intérieure, il y a des critères sociaux, il y a des critères d'éducation, il y a des critères etc., etc. Mais il y a un autre critère déterminant. Maintenant, si j'ai le choix entre deux candidats qui me disent, voilà, ils ont tout pareil, mais il y a un qui fait que il est catégorique avec le régime et il soutient avec affection le régime, le peuple algérien, moi je vais voter pour lui. Je ne sais pas si j'ai répondu. Quand bien même c'est Zemmour. Je vous dis, je vous ai... Elle a répondu. Il reste une question. Pourquoi à Béjaïa, il y a un seul détenu? Ah, très bien. Oui, en fait, réellement, le nombre de détenus de Béjaïa, c'est pas un. Oui, vous avez raison. Oui, oui. Tableau. Tableau, oui. C'est pour ça que je vous dis, en fait, là, au départ, le CNLD, quand ils nous envoyaient les données, donc nous, on les reproduit. C'est pour ça qu'on a rajouté une variable de suivi de la répression. Donc, le critère géographique des détentions ici n'a pas de sens, vous avez raison. Il n'y a pas une personne qui est détenue à Béjaïa. Je l'ai expliqué dans mon intervention en disant qu'il y a des personnes détenues à Béjaïa qui ont été envoyées à Ardaya et qui ont été envoyées à Alger. Donc, en fait, le critère cartographique de détenus n'est plus... voilà, vous avez raison, il n'y a pas un seul détenu. Mais nous, ce qui compte, c'est quoi? C'est pour ça qu'on a, on a mis en place la durée de détention. Et là,
peu importe. Peu importe. Si vous êtes de Ghardaya, de Béjaïa ou de Tindouf ou d'Alger, on a un critère qui unit tout le monde et qui fait le suivi d'une semaine à une autre. Je ne sais pas si j'ai... Voilà. C'est pas... Donc ce chiffre-là n'est pas significatif, c'est ça? Oui, en fait, en fait, actuellement, le chiffre qui est là, c'est pas le nombre des arrêtés. En fait, la définition, c'est pas le nombre des la domiciliation des arrêtés. C'est là, il y a un seul emprisonné à Béjaïa. C'est-à-dire, dans les prisons de Béjaïa, il y a un détenu du Hirak. Voilà, c'est ça la signification. Mais les autres détenus du Hirak de Béjaïa, ils sont aussi bien à Alger, à Ghardaya, etc. Très bien. Oui, Sonia, tu veux... Je voulais juste dire, est-ce que c'est pas dû aussi au fait qu'il y a un pôle spécialisé de cité Suzanne et que certains sont envoyés vers cette Absolument, c'est pertinent. juridiction spéciale? Mais au fait, nous sommes en train d'être un peu dans l'inexactitude. Hein. Nous savons tous qu'il n'y a aucune justice en Algérie. Hein. Bon, donc c'est la sécurité militaire qui décide d'emprisonner les gens et il n'y a aucun juge en Algérie. Hein. Je pèse mes mots. Hein. Il y a un seul juge, il a été mis dehors, n'est-ce pas? Donc voilà, et je crois qu'on arrive un peu à la fin. Hakim, est-ce que pour conclure, qu'est-ce qui est essentiel à tes yeux? Qu'est-ce qu'on a oublié? Ah oui, Hakim. Par rapport à l'exactitude, il n'y a aucune statistique exacte en Algérie. L'ONS, l'Office national des statistiques, quand je connaissais à un moment donné les dirigeants, ils n'avaient aucune liberté d'établir un tableau fiable, que ce soit sur le plan de la démographie, de l'économie, de l'import, de l'export. Il y avait des injonctions de partout. Donc il n'y a aucune donnée. Maintenant, ce n'est pas dans cette période très instable du Hirak, de révolution, qu'on va espérer avoir des statistiques. Merci, fiables. absolument. Voilà. Absolument. Voilà. Vas-y. Après, il veut parler. Juste une petite remarque. Aussi relative soit-elle ces statistiques, en fait, ce que me semble-t-il l'objectif de Hakim, c'est de mesurer une dynamique. Absolument. Et pas une quantité ou un poids. C'est une dynamique. Et cette dynamique, effectivement, ces statistiques, toute relative qu'elles soient, effectivement, elles nous donnent. Elles nous donnent, si vous voulez, la visibilité sur la dynamique. Absolument. Merci. Très bien. Allez, voilà. Oui, pour conclure. Pour conclure, moi je pense que pour moi, dans ce travail, ça représente un peu le fait de dire que la répression existe. On comprend pourquoi, un peu c'est le dual du Hirak. J'utilise un terme technique, c'est une recherche opérationnelle. C'est-à-dire que quand vous avez un problème X, c'est difficile de le résoudre. Vous allez faire le dual de ce problème-là et il devient plus facile à résoudre. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est que le dual, c'est-à-dire ce qu'on est en train d'assister, on avait le Hirak massif, on avait... et là, c'est un peu le dual du Hirak. C'est-à-dire que c'est tout la répression comme un phénomène qui a réprimé le Hirak, mais le Hirak existe. On arrive exactement au même résultat. C'est-à-dire que ce mouvement, à partir du moment, pour des raisons qui sont de violence, c'est humain, le fait qu'il y a une terreur, les gens ne sortent pas. Mais il y a un questionnement pour dire que l'élément qui peut être peut-être qui peut relever un peu la préoccupation du peuple, c'est cette élite qui devra faire un saut qualitatif pour le Hirak, d'apporter sa touche, parce que c'est très important, chacun le fait dans son domaine. Il va se poser la question que comment être à la hauteur de l'aspiration du peuple, parce qu'on fait partie dans son métier, dans sa spécialité, dans son art, etc., etc. En tout cas, moi je pense que déjà, c'est pour ça que j'ai parlé du côté qualitatif. Structuré qui dit organisé, déjà
qu'il y ait des contributions. C'est-à-dire qu'il y a un élan, qu'il y ait des on attend à ce que déjà des intellectuels, des écrivains, des personnes qui sont clairvoyants, de donner des grandes lignes. Qui dit organisation, dit réflexion, dit comment on peut travailler ensemble. Et il faut essayer de répondre à ces questions. Et pour répondre à ces questions, c'est du travail. Ça demande des heures et des heures. C'est pour ça que un hiérarchiste aujourd'hui, s'il veut faire la différence, s'il veut dire que je peux être efficace, il doit non seulement avoir la volonté de changer les choses, mais il doit évidemment être sincère dans sa démarche de militant, mais ça ne suffit pas en soi. Ce que je propose d'ailleurs pour les militants politiques, etc., quand ils vont dans des plateaux de télé, donc il faut être bien entouré. Il faut être une question aussi complexe, il faut essayer de rassembler le maximum de données pour être le plus possible, parce que si, je disais tout à l'heure pour le chef d'État désigné, il parlait de 6 millions. Il n'y a pas de 6 millions d'Algériens, de diaspora algérienne en France. Non, il y a 2,6 de diaspora. Et les immigrés, il y a 846 000. Point. Est-ce qu'un jour il pourra avoir un candidat? Seuls 30% des Algériens de plus de 15 ans vivant en France étaient en emploi en 2016 contre 49%. 50% des ménages d'origine algérienne vivaient dans les HLM en 2017, soit 3 fois plus que les ménages non immigrés. Et une dernière, 24% de 20 à 35 ans des enfants d'immigrés algériens n'étaient pas diplômés au-delà du brevet en 2008, soit 2 fois plus que les 20-35 ans ni immigrés ni enfants. Pourquoi je vous dis ça? Si la diaspora algérienne un jour veut avoir un président d'origine algérienne, les chiffres déjà, ils doivent dire que on fait un effort dans l'intégration. On fait le maximum dans l'intégration. L'intégration, elle est dans les études. Nos enfants doivent réussir. Donner plus de chances à nos enfants de réussir. Avoir plus de chances de travailler. Avoir la chance d'habiter sa propre maison, etc., etc. Ce sont les critères. Il y a plusieurs, au-delà du président, qu'on y ait un président ou pas, moi je dirais, c'est pas vraiment le plus important. Ce qui nous intéresse, c'est l'effet de masse. Est-ce que la diaspora algérienne va être un jour une force et un levier aussi bien pour la France et pour l'Algérie? C'est ça qui compte, au-delà du président. Très bien. Merci Hakim. Je me permets de répondre à une de vos questions. Donc, vous parliez de structuration du hirak. Organisation, oui, la structuration est impossible, elle n'est pas toujours bénéfique. Dans un système autoritaire géré de près par la sécurité militaire, il suffirait que cette structure soit acquise aux thèses du pouvoir pour que tout soit sabordé. L'exemple du mouvement citoyen de Kabylie en 2001 nous le montre très bien. En revanche, le hirak peut passer à la vitesse supérieure. Il peut établir un rapport de force en Algérie, pas dans la diaspora. La diaspora ne fait qu'aider l'Algérie. Tout se passe en Algérie. Le jour où les Algériens pourront faire des grèves générales à travers l'ensemble du pays, ou du moins une grande majorité d'Algériens, le régime algérien ne va pas tenir 10 jours. Merci pour tous. À la semaine prochaine. On parlera ensemble. Je vais vous faire juste un petit bonus. Ah bah oui, un bonus. Ah, un bonus. Ah bah oui. En tout cas, moi je suis très content parce que j'ai vu des figures du hirak, Vas-y. des Républiques qui sont là, des femmes, etc. Alors ça c'est un cadeau pour... parce qu'on est passé le 8 mars récemment pour les femmes, donc ça c'est un cadeau pour les femmes. Un ashouik venant de Kabylie. Voilà, c'est pour vous.
Bravo. Un petit voyage au Kabylie. Bravo. Ça va? Bravo, يعطيك الصحة سيدي. C'était magnifique. كي حرز ربي. Merci. يجمعينك.